Je n'oublierai jamais l'odeur de poussière et de bois humide dans le grenier ce jour-là. Il faisait froid dehors, un de ces après-midi gris d'Angers où tout semble figé, comme suspendu entre deux mondes. Mon père venait de mourir depuis à peine une semaine. Je rangeais ses affaires, un geste mécanique, presque apaisant, jusqu'à ce que mes doigts touchent une vieille boîte à chaussures cachée derrière un carton de journaux. Elle était scellée par un ruban jauni, soigneusement noué comme un secret. À l'intérieur, il y avait un petit bonnet de laine rose, un bracelet de naissance et une photo en noir et blanc. Une fillette d'à peine 2 ans, les yeux grands ouverts, le visage rond et doux, un sourire qui me transperça. Derrière la photo, une inscription tremblait. Anne, pardon. Mon cœur s'est arrêté. Anne, un prénom que je n'avais jamais entendu dans notre famille. Et ce mot, pardon, pourquoi? Je me suis assise sur la caisse à outils, la photo entre les mains, incapable de respirer. Mon père, cet homme si droit, si silencieux, qu'avait-il fait? Une seconde photo, froissée, montrait l'entrée d'un bâtiment avec une plaque à demi lisible. Œuvre des pupilles, Maine-et-Loire. En dessous, une série de reçus de dons annuels, datés de 1969 à 1975, toujours au même nom, toujours signé de sa main. Tout tournait autour de moi. Une sœur aînée cachée, abandonnée. Mon esprit refusait d'y croire, mais quelque chose en moi savait déjà que c'était vrai. J'ai repensé à ma mère, à son regard fuyant chaque fois que l'on évoquait les années 68, à certaines phrases mystérieuses. « Il vaut mieux ne pas tout savoir, Mireille. » Je suis descendue du grenier en tremblant. Sur la table du salon, la boîte trônait comme une bombe prête à éclater. Je savais qu'à cet instant précis, ma vie venait de basculer. Il n'y aurait pas de retour en arrière. Si quelque part, cette petite fille vivait encore, je la retrouverais, coûte que coûte. Mais je ne savais pas encore que cette quête allait me dévorer, me ruiner, me transformer. Ni que 10 ans plus tard, lorsqu'enfin je croiserais son regard, je ne reconnaîtrais plus la sœur que j'avais cherchée, mais une femme que rien ne laissait deviner. Et vous, si vous découvriez qu'un être cher avait été effacé de votre histoire, iriez-vous jusqu'au bout pour le retrouver? Dites-le moi en commentaire. Le lendemain, je me suis présentée chez le notaire avec la boîte à chaussures dans mon sac, comme on apporte une preuve et une faute en même temps. Le cabinet donnait sur une placette calme, des géraniums rouges sur l'appui de fenêtre, un silence de papier et de bois ciré. Maître Lenoir m'accueillit avec cette voix sourde des gens qui voient défiler des existences. « Nous allons établir l'inventaire, madame. » J'ai posé la boîte devant lui. Je n'ai rien dit d'abord. Puis j'ai glissé la photo et les reçus sur le cuir vert. Son regard a légèrement changé, une hésitation, un soupir presque imperceptible. « Ce sont des documents personnels de votre père. Nous les verserons au dossier de succession. Quant au reste... » Il n'acheva pas sa phrase. Je l'ai forcé. S'il y a eu un placement, s'il y a eu un abandon, comment fait-on pour retrouver une trace? Il a pris un stylo, nota des mots-clés sur un Bristol, AC, Archives départementales, CNAOP. Vous pouvez solliciter l'accès aux archives de l'aide sociale à l'enfance auprès du département de Maine-et-Loire. Mais l'identité d'un enfant éventuellement confié reste protégée. Le CNAOP peut intervenir pour l'accès aux origines personnelles. Vous n'êtes pas la principale intéressée, hélas. Ce sera un accès indirect, soumis à l'accord de la personne si elle est vivante. Son sérieux ne m'a pas découragée. Il a ajouté, plus doux, « Commencez par les archives et conservez tout. » L'après-midi même, je me suis rendue aux archives départementales. À l'accueil, une jeune femme à lunettes m'offrit un sourire professionnel, puis m'invita à remplir un formulaire. Motif, lien de parenté, période, numéro de dossier si connu. Je n'avais qu'un mot griffonné à l'encre pâlie et les dates des reçus. En salle de lecture, la lumière tombait en nappes blanches sur des tables lisses, des boîtes beiges étiquetées au crayon gras. On me remit un carton. Dedans, des listes d'entrées et de sorties, des courriers administratifs, des rubriques où le monde intime se brise en lignes sèches, remise, prise en charge, famille défaillante. Mon cœur battait si fort que je lisais de travers. Je tombais sur une note de service, 1969. Transfert de dossier vers une association tutélaire partenaire. Pas de nom, seulement des initiales.
Je fis des copies, mains qui tremblent, monnaie que l'on glisse à la machine, ce cliquetis absurde qui accompagne les destinées. L'archiviste, compatissante, m'expliqua que beaucoup de pièces étaient caviardées, noircies par la prudence et la loi. Vous pouvez déposer une demande formelle. Parfois, on retrouve un fil. Un fil. J'en avais déjà un. Anne, pardon. Le soir, chez moi, j'étalais tout sur la table comme un jeu de cartes volées. Photos, reçus, notes. J'appelais le standard du département. Une voix me donna l'adresse d'une assistante sociale de secteur. Le lendemain, j'étais assise face à une femme au regard franc, dossier beige, stylo prêt. Elle m'écouta sans m'interrompre. « Ce que vous entreprenez est légitime, dit-elle, mais difficile. » Elle prononça les mots avec la retenue des gens qui savent l'épaisseur des murs. « Déposez une demande au CNAOP. En parallèle, je sollicite un examen de votre requête auprès de l'ASE. S'il y a trace d'une remise, nous le saurons. Les identités restent protégées, mais il arrive que des médiations soient possibles. » Elle glissa vers moi une liste. Démarche, adresse, délai approximatif. J'ai hoché la tête. Je ne craignais que l'attente. En rentrant, j'ai fouillé le bureau de mon père. Entre deux relevés jaunis, j'ai trouvé un carnet à couverture bleue, couché d'une écriture serrée. Des colonnes de dates, de petites sommes envoyées à la même structure pendant des années. Pour elle, avait-il écrit une fois, au crayon, puis effacé d'un trait sec qui avait creusé le papier. Je suis restée longtemps à regarder ce sillon, comme si le remords avait une forme matérielle. J'ai préparé la lettre au CNAOP, pesant chaque mot, priant pour que cette petite fille, ma sœur, soit vivante et qu'elle veuille bien recevoir le nom de ceux qui l'avaient laissée. J'ai rangé le bonnet rose dans une enveloppe à part avec la photo, comme on prépare un trousseau pour une rencontre. À la dernière minute, j'ai ajouté une copie des reçus et une phrase. Je m'appelle Mireille. Je cherche Anne. Puis, j'ai soufflé les bougies du couloir, une à une, et la maison s'est remplie d'ombre. Dans le noir, j'ai murmuré « Pardonne-nous d'avoir si mal su t'aimer ». La réponse du CNAOP mit des semaines à venir, des semaines où chaque sonnerie de téléphone me coupait la respiration. Pour occuper l'attente, je retournais chez le notaire, signer quelques pièces, répondre à des courriers, classer les assurances. Maître Lenoir me regardait parfois par-dessus ses lunettes, comme on regarde quelqu'un qui vient de soulever une dalle et voit grouiller dessous tout un passé. « Vous tenez le cap, madame ?» demandait-il, presque paternel. Je répondais oui, même si la nuit, je me réveillais en sursaut avec la sensation d'entendre un enfant pleurer derrière un mur. Un dimanche, j'acceptais d'aller déjeuner chez mon cousin Jean-Marc, dans une maison de lotissement au volet bleu. Sa femme avait préparé un poulet aux herbes. Les enfants jouaient au ballon dans le jardin. Au moment du café, il posa la tasse et me dit sans détour « Tout ça, tu devrais laisser. Maman disait que ta mère a fait un accouchement sous X. Les choses sont closes. » Je sentis la chaleur me monter aux joues. Maman n'a jamais parlé d'Anne, pas une fois. Il haussa les épaules, gêné. Parfois, il vaut mieux ne pas savoir. Ta mère était fragile après ta naissance, tu le sais bien. On n'avait pas les moyens, et puis soit 68, soit 69, c'était un autre monde. Sa femme ajouta, avec douceur mais fermeté, « Tu risques de souffrir et de salir la mémoire des tiens. » « Ce qui salit, c'est le mensonge, répondis-je, plus calmement que je ne me sentais. Si ma sœur existe, elle n'est pas une faute. Elle est un visage, un prénom, une respiration. J'ai le droit d'essayer. Jean-Marc soupira. « Tu vas vous mettre à dos la famille. Et pourquoi ? Pour tomber sur un mur administratif. » Je notais l'expression « mur administratif ». Je le remercierai presque plus tard d'avoir nommé l'ennemi. Le soir même, Élise, ma plus vieille amie, débarqua avec des éclairs au chocolat et sa franchise coutumière. « Je t'ai réservé pour parler, pas pour pleurer », dit-elle en posant la boîte. Nous restâmes tard, les chaises rapprochées, la table couverte de documents. « Tu vas devoir être méthodique, conseilla-t-elle. Ne te laisse pas grignoter par les rumeurs. Liste tes pistes, archives, associations tutélaires, hôpitaux, peut-être une ancienne maison d'enfants. Et tiens un carnet. Chaque appel, date, nom, décision. La tête ment, les notes non. » Je pris un cahier ligné et écrivis sur la première page. « Anne, preuve, démarche, obstacle. » Le mot « obstacle » me fit presque sourire. Les obstacles arrivèrent très vite.
Au département, une assistante administrative m'apprit que le dossier demandé avait été partiellement prêté à un tiers habilité en 1998, sans qu'aucune preuve de retour ne figure. « Ça arrive », dit-elle, gênée. « On va chercher. » Je sortis dans la cour intérieure, le papier froissé dans la main. L'air sentait la pluie. Une colère sourde s'ancra dans mon ventre. Comment un dossier d'enfant pouvait-il se volatiliser comme un parapluie qu'on oublie dans un bus? Je tentais une autre piste, l'association tutélaire mentionnée dans les notes. La ligne téléphonique sonnait dans le vide ou tombait sur un répondeur à la voix lasse. Après 3 jours, une femme me rappela, polie, lointaine. « Nous avons changé de nom, madame. Les archives antérieures à 1980 ont été versées au département. » Cercle bouclé. On me renvoyait à la case départ. Je m'obstinais. J'écrivis à une maison d'enfants de l'époque, devenue aujourd'hui un établissement d'accueil thérapeutique. Une directrice au ton précis me répondit qu'à la date de 1968, plusieurs petites ânes avaient transité, qu'il lui fallait un patronyme pour faire une recherche sérieuse. Je n'avais qu'un prénom, un bonnet, une photo, un pardon. Je sentis ma détermination vaciller comme une flamme sous un courant d'air. Un soir de mars, je fouillais de nouveau le bureau de mon père. Au fond d'un tiroir, derrière un paquet de gauloises vides et un trousseau de clés sans serrure, je retrouvais un carnet d'adresses racorni. Beaucoup de noms barrés, des numéros déconnectés. Une ligne attira mon attention. Œuvre des pupilles, Sœur Veth, standard. Une sœur, la trace d'une religieuse. Il était trop tard pour appeler. Je veillais jusqu'au matin, assise dans la cuisine, la photo posée contre une tasse de thé froid. À 6 heures, j'entendis les oiseaux. À 8 heures, je composais le numéro, les doigts raides. Maison d'accueil, bonjour. La voix était claire. Je demandais si, par hasard, une sœur V avait travaillé là dans les années 70. Oui, répondit-elle après un silence. Mais elle est décédée en 2001. Qui demande? Je prononçais mon nom, j'expliquais prudemment et la voix devint tendre. Je vais regarder ce que je peux regarder, madame. Laissez-moi votre mail, votre adresse et prenez soin de vous. À la fin de l'appel, je posai le combiné et compris que ma quête venait de franchir une frontière invisible. J'avais parlé à quelqu'un qui, peut-être, avait tenu ma sœur dans ses bras. L'idée me fit trembler de la tête aux pieds. Quelques jours plus tard, je reçus une enveloppe beige sans en-tête. À l'intérieur, une feuille copiée à la main, sans signature, seulement ces mots. Anne, 1967, remise à l'œuvre des pupilles Anjou. Mention trouble léger du développement. Transfert probable vers institution de rééducation 1971. Famille adoptive inconnue. Je relus la phrase 100 fois. C'était maigre, mais c'était une vie entière réduite à 3 lignes. Je tenais enfin une certitude. Elle avait existé. Et ce mot trouble léger du développement sonnait comme une condamnation à vie, un prétexte commode pour effacer un enfant gênant. Je me suis surprise à murmurer « Tu n'étais pas malade, Anne. Tu étais juste née dans la mauvaise famille, au mauvais moment. » Je fis des copies de tout et repris ma ronde de coups de fil. Mais plus j'avançais, plus les réponses se faisaient vagues. À la maison départementale des personnes handicapées, on m'expliqua que les anciens dossiers de rééducation avaient été rationalisés, autrement dit détruits. Sans nom de famille, impossible d'aller plus loin. Les mots bureaucratiques tombaient comme des verdicts. Rationalisation, anonymisation, confidentialité. Je passais mes soirées à écrire des lettres, mes matinées à les poster, mes après-midi à guetter le facteur. Rien. Puis un homme m'appela. Il se présenta comme détective privé. Il disait avoir travaillé sur des affaires de retrouvailles familiales. Sa voix était grave, rassurante. Pour retrouver une personne, surtout dans ces dossiers fermés, il faut des accès spécifiques. Nous pouvons mobiliser des anciens réseaux hospitaliers et religieux, mais ce travail demande du temps et un engagement financier. Je l'écoutais, méfiante et fascinée. Il évoqua des chiffres, 20 000 €, puis 25 000 pour recherche complète avec vérification ADN. Je pris un jour pour réfléchir, puis 2. Finalement, j'acceptais. J'ai vendu ma vieille Twingo, fermé la boutique de broderie pendant quelques semaines, puis viré la somme en 3 tranches. L'homme m'envoyait des mails réguliers, remplis de formules vagues. Nous suivons une piste prometteuse. Un contact hospitalier confirme la concordance.
Chaque message rallumait une flamme d'espoir et chaque silence la consumait davantage. Au bout de 6 mois, il disparut. Téléphone coupé, site web vide. La police m'expliqua qu'il s'agissait d'un escroc connu pour exploiter les recherches de disparus émotionnels. Je crus m'effondrer. J'étais ruinée, humiliée et toujours sans nouvelles d'Anne. Je me souviens du matin suivant. Je suis restée assise au bord de mon lit, les yeux sur mes mains vides. Tout ce que j'avais construit s'écroulait lentement. Mon commerce, ma stabilité, ma foi en la justice. Dans le silence, j'entendais comme un souffle, celui d'une enfant que je n'avais jamais serré contre moi et que j'avais peut-être perdu une seconde fois. Je tentais de me relever. Élise me ramena un panier de courses et un peu d'air. « Tu vas te relever, Mireille. Ce n'est pas la première fois qu'on te ferme des portes. » Elle posa une main sur ma joue. « Et tu sais quoi? Si ta sœur existe, elle a peut-être, elle aussi, besoin de toi. » Cette phrase resta en moi. Le soir, j'allumai une bougie et posai la photo devant. La flamme vacilla, dessinant un sourire tremblé sur le visage d'Anne. Je lui parlais comme à une présence. « Je ne t'ai pas trouvé, mais je ne t'abandonnerai pas. » Le lendemain, j'envoyai un nouveau dossier au CNAOP, cette fois complet, accompagné d'une lettre plus intime, plus nue. Je suis Mireille Lenoir, née le 2 février 1969 à Angers. Je crois avoir une sœur aînée, Anne, née vers 1967, confiée à l'aide sociale à l'enfance. Si elle consent, dites-lui que je l'attends. J'ai posté la lettre à midi. Quand la boîte s'est refermée sur le métal, j'ai eu la sensation étrange d'entendre un battement de cœur. Peut-être le sien, peut-être le mien. La réponse du CNAOP arriva un mercredi de mai sur papier épais, sans fioriture. Je l'ouvris debout dans l'entrée, les clés encore dans la main. On m'y expliquait avec une précision presque tendre que ma demande relevait d'un accès indirect, qu'elle avait été étudiée sur la base des éléments fournis et que des concordances sérieuses existaient avec un dossier d'enfant confié en 1968, puis placé, quelques années plus tard, dans une famille de la région parisienne. Le courrier ajoutait ceci, qui me coupa les jambes. En 2015, la personne concernée avait été contactée par leurs soins pour une autre démarche et avait alors refusé toute transmission d'identité. Nous pouvons, si vous le souhaitez, recontacter l'intéressé afin de recueillir un éventuel consentement. Je dus m'asseoir. Elle existait. Elle avait existé assez pour dire non, et peut-être, aujourd'hui, pourrait-elle dire oui. Je signai le formulaire de consentement joint d'une main qui n'était plus tout à fait la mienne et le postai aussitôt. À la sortie de la poste, l'air me sembla neuf. Je pris la rue d'un pas léger, puis mon téléphone vibra. Maître Lenoir demandait que je passe au cabinet. Sa voix ne disait rien de bon ni de mauvais. Elle laissait la place aux faits, comme il savait si bien le faire. Le notaire me reçut en fin de journée, la lumière tombant en oblique sur le cuir vert de son bureau. Il posa devant moi une enveloppe Kraft, scellée d'un trait de cire brisé. Votre père m'avait laissé instruction de vous remettre ceci si un jour vous posiez des questions sur les dons. Il parlait lentement, pesant chaque mot. Mes doigts glissèrent sur le papier rêche ouvri. Il y avait une note courte. Si un jour tu lis ça, pardonne ta mère. Et un morceau de photographie découpé net, la moitié gauche d'un portrait en noir et blanc. Une femme jeune, ma mère, souriante encore, et un espace vide à droite, tranché, comme si on avait arraché la présence d'un autre. Derrière au crayon, Angers, 1968. Mon cœur battit dans ce vide. Où était l'autre moitié? Qui l'avait gardée? Et surtout, à qui mon père demandait-il de pardonner? Je relevai la tête vers le notaire. Il n'y a rien d'autre? Il hésita, puis sortit une seconde feuille, un relevé de virement régulier vers une œuvre de tutelle jusqu'en 1975, puis une mention manuscrite, contact religieuse V, bienveillante. Le même nom que celui que j'avais trouvé dans le vieux carnet. Mes pièces du puzzle se rejoignaient sans pourtant s'emboîter. Le soir, Élise apporta une bouteille de cidre et ses yeux clairs. Elle prit le demi-portrait entre ses doigts. Regarde la découpe. Ce n'est pas un déchirement de colère. C'est net, droit, on a partagé. Je frissonnais. Partager quoi? Une preuve? Un serment? Peut-être qu'on a voulu que chacune ait une moitié, dit-elle. Ta mère pour l'une et l'autre pour l'enfant confié. L'idée me percuta avec la douceur d'une lame bien affûtée. Si l'autre moitié existait encore, elle devait être
quelque part entre les mains de celle que je cherchais. Je écrivis au CNAOP une deuxième lettre plus intime jointe au formulaire. Si vous la contactez, dites-lui qu'il existe un demi-portrait à Angers et peut-être l'autre dans ses affaires. Dites-lui que je ne viens pas réclamer, mais réparer. Puis, je rangeai la moitié de photos dans une pochette transparente et pour la première fois depuis des mois, je dormis d'un sommeil sans sursaut. Au petit matin, j'allais flâner au bord de la Maine. L'eau grise charroyait les reflets des peupliers. Le monde me semblait à la fois plus vaste et plus précis. Je pensais à mon père, à sa demande de pardon, à la page manquante que peut-être seule Anne pouvait m'offrir. Tout à coup, je sus que le centre de ma quête venait de pivoter. Je n'attendais plus une permission d'exister, mais un signe que deux moitiés voulaient bien se rejoindre. Ce fut le moment où les choses, sans que je le sache encore, se mirent à converger vers Paris. Une adresse floue, un souvenir de religieuse, un refus ancien qui pourrait se muer en consentement, et cette moitié d'image, tranchée si proprement qu'elle en devenait une promesse. Je croyais avoir touché un peu de lumière avec cette demi-photo, mais la vie, elle, tenait mon poignet pour me rappeler le prix de chaque pas. La première lettre arriva en recommandé, glacée comme un verdict, une mise en demeure de la banque. J'avais trop tiré sur la ligne de crédit pour financer mes allers-retours, les copies, les démarches, les envois. À défaut de régularisation sous 15 jours, nous envisagerons une saisie sur vos revenus. Je posais la feuille sur la table et regardais, immobile, la cafetière au point d'ébullition, le filet brun qui s'obstinait à couler comme si rien n'avait changé. Je fis mes comptes avec une lucidité douloureuse. Si je ne reprenais pas des commandes rapidement, je risquais de perdre l'appartement de la Doutre, ce refuge aux poutres basses où chaque craquement m'avait tenu lieu de compagnon. J'appelai Élise. Je lui dis que j'allais rouvrir la boutique de broderie. Elle franchit la porte l'après-midi, un carnet d'ordre sous le bras, prête à jouer les anges gardiens. Pourtant, au premier coup d'œil sur mon établi, son visage se tendit. 3 cadres destinés à un mariage de juin, laissés en plan depuis des semaines. Ils ont appelé. 2 fois, tu n'as pas rappelé. Je balbutiai une excuse. Elle se tut longtemps, puis dit doucement, « Tu n'as pas le droit de leur prendre leur joie à eux aussi. » Sa phrase entailla mon orgueil. J'acceptais la faute. J'appelais les clients, bredouillais une remise, des excuses nettes. 2 acceptèrent. Le 3e, blessé, m'annonça qu'il passerait chez un autre artisan. La réputation s'effiloche par des gestes minuscules. Le lendemain, je filai au département, déterminé à faire levier sur ce qui pouvait encore l'être. L'assistante sociale m'accueillit avec sa politesse égale et dans les yeux, une fatigue que je reconnus, celle des gens qui accompagnent des chagrins qui ne leur appartiennent pas. « Nous avons relancé, dit-elle. Le dossier est classé à la demande de la famille adoptive. La personne concernée a, par le passé, indiqué vouloir conserver sa paix. » Ce mot « paix » résonna en moi comme une cloche fêlée, une paix dont j'étais l'orage. Je pris une grande inspiration. Je ne veux pas la détruire. Je veux lui offrir une moitié d'image et une moitié de nom. Elle inclina la tête, nota, promit d'ajouter cette mention à la relance officielle du CNAOP. En partant, je croise un couloir tapissé d'avis, consultations psychologiques, ateliers de parentalité, aides aux mères isolées. J'eus soudain la vision de ma mère, en 1968, assise sur une chaise en plastique, les mains posées sur un sac trop vide. Qui avait tendu la main? Qui l'avait détournée? Les jours suivants, je m'accrochais à la boutique comme à une rambarde. Les gestes me revinrent. Tendre la toile, régler la tension du fil, piquer juste, écouter l'aiguille, mordre la trame. Le soir, je classais mes papiers avec une rigueur nouvelle. Je vendis quelques vieux livres, un service à café hérité d'une tante, et je rattrapais l'échéance bancaire, de justesse. Je dormis d'un seul bloc, épuisé. Au matin, un courriel du CNAOP m'attendait. Il confirmait l'envoi d'un nouveau courrier à la personne potentiellement concernée, mentionnant l'existence d'un demi-portrait familial. La formule sèche laissait filtrer une promesse minuscule. Je refermais l'ordinateur et restais longtemps à la fenêtre, à regarder l'eau de la Maine tirer des veines sombres sous les nuages. Je croyais que le battement s'apaiserait. Au contraire, il s'accéléra. Dans ma tête s'installait une certitude sans preuve, comme un parfum avant la silhouette. Si l'autre moitié existait, elle n'était pas si loin.
Paris, me soufflait une voix. Paris et un banc que je n'avais pas encore trouvé. J'ai pris le premier train pour Paris un matin blême où la gare d'Angers fumait de haltes courtes et de café brûlant. Dans mon sac, j'avais glissé la demi-photo sous une chemise plastique, comme on transporte une relique. Le trajet déroulait des champs gelés, des villages aux toits serrés. J'essayais de ne pas imaginer son visage adulte, et je n'y parvenais pas. Aussitôt, je me punissais d'avoir déjà projeté une histoire sur une inconnue qui, peut-être, ne voulait pas de moi. À Montparnasse, je sortis avec le flot et, sans réfléchir, mes pas me conduisirent vers le jardin du Luxembourg. Je m'assis près du bassin, entouré d'enfants qui lançaient des voiliers miniatures, des étudiants emmitouflés, des joggeurs obstinés. Le ciel était d'un gris laiteux qui adoucissait tout. Je sortis la demi-photo, la posai sur mes genoux, la regardai longtemps. Les doigts me démangeaient de tracer de l'ongle la coupe nette, cette frontière qui séparait ma mère d'un vide précis, comme si le ciseau avait obéi à une intention, laisser à deux vies la possibilité de se reconnaître un jour. « Excusez-moi ». La voix venait de ma droite, claire et basse. Je tournai la tête. Une femme d'une 50aine d'années, manteau de laine bien coupé, gants souples, un visage où la douceur n'excluait pas la fermeté. Ses yeux se posèrent sur l'image, puis sur moi. « Pourquoi avez-vous cette photo ?» Tout mon corps se figea. Je crus d'abord à une méprise. Puis je vis qu'elle tenait entre ses doigts gantés une pochette fine. Elle l'ouvrit avec une lenteur presque cérémonielle et sortit un morceau de papier ancien, découpé net, la moitié droite d'un portrait. Les deux marges blanches, la même nervure du papier, la même lumière granuleuse d'un studio d'autrefois. Sur sa moitié à elle, la silhouette d'un homme jeune, au regard sérieux, le bras posé hors cadre, là où, sur la mienne, le vide attendait. Nous ne parlâmes pas tout de suite. Le monde autour de nous continua sans heure. Un enfant éclata de rire, une paire de pas précipités passa derrière, une cloche sonna au loin. Je sentis mes mains trembler. « Angers, 1968, murmurai-je. Elle acquiesça imperceptible. « Je l'ai toujours eu, dit-elle. Mes parents adoptifs me l'ont donné jeune avec cette phrase « Quand tu voudras, tu sauras à qui l'autre moitié appartient ». J'ai longtemps voulu et longtemps refusé à la fois. Je pris une inspiration profonde. Je m'appelle Mireille. Elle me regarda avec une attention sans faille, comme si elle pesait ce prénom, le goûtait. « Claire, dit-elle enfin. Puis, plus bas, on m'a appelée Claire. Je répétais pour moi-même « Claire ». Le cœur fit un saut étrange. Anne devenait Claire, non pas un effacement, mais une mue. « Je ne veux rien prendre à votre vie, balbutiai-je. Je voulais seulement rendre ce qui manque. » Elle posa alors sa demi-photo à côté de la mienne sur le banc, de sorte que les deux bords tronqués se frôlèrent sans encore s'imbriquer. « On vérifiera, dit-elle avec douceur. On vérifiera que ce n'est pas seulement une coïncidence de papier. » Puis, comme si elle avait deviné ma peur, « Et si ce n'est pas une coïncidence, nous ferons les choses proprement. Pas d'irruption, pas de tempête. » Je hochai la tête, incapable de répondre. Elle me parla de Paris sans me parler d'elle. Des rues où elle marche pour penser, des cafés où elle lit tôt le matin, de ce banc où elle vient parfois mettre les idées en place. Sa voix avait l'assurance de ceux qui ont construit leur monde à force de choix. À un moment, elle eut ce geste qui me bouleversa. Elle rapprocha sa moitié de la mienne, juste assez pour que les deux lignes se rencontrent. Le portrait redevint portrait, encore traversé par deux cicatrices blondes, mais entier dans l'intention. « Demain, dit-elle, je peux organiser un test ADN, discret, fiable, si vous êtes d'accord. » J'acceptai d'un signe. Nous échangeâmes nos coordonnées. Elle rangea la photo dans sa pochette, moi dans la mienne, et quelque chose en moi se déplia comme un linge longtemps resté humide qu'on étend enfin au soleil. Avant de nous séparer, elle ajouta, après une hésitation, « On m'a souvent dit que j'avais été une enfant difficile. Ce n'est pas vrai. J'étais seulement une enfant qu'on n'avait pas encore apprise. » Je ne sus que répondre. Je pensais à ma mère, à mon père, à ce mot « pardon » au dos d'une photo. Quand Claire s'éloigna sur l'allée sablée, je restais là, le regard au ras des chaises vertes, le cœur battant à la tempe. Une phrase s'imposa, nue. « Si cette femme est ma sœur, alors l'abandon ne nous a pas défaites. » Il nous a simplement obligés à apprendre la patience avant de nous reconnaître. Le laboratoire se trouvait rue de Sèvres, dans un immeuble clair,
où l'on sentait la pierre fraîche et le désinfectant discret. Claire avait tout organisé d'un mail net où chaque phrase était une marche posée au bon endroit. Nous nous y rendîmes tôt, comme on vient saluer un jour qui compte. L'infirmière nous fit asseoir, prit nos noms, demanda une pièce d'identité. Je tendis la mienne en ayant le sentiment de signer le bord d'un gouffre. Claire, calme, expliqua que nous souhaitions un test de parenté, dans un cadre strictement privé, sans conséquences juridiques, juste pour savoir. L'infirmière sourit. Savoir est déjà beaucoup. Un écouvillon glissa sur l'intérieur de ma joue, geste simple, presque tendre. Je pensais à toutes ces années réduites à une cellule grattée sur une muqueuse. Claire passa ensuite, précise, sans pathos. On nous dit que les résultats arriveraient dans quelques jours. Nous sortîmes dans l'air pâle et, sans concertation, prîmes la même direction. Au coin du boulevard, Claire proposa un café. J'acceptais avec la reconnaissance d'une naufragée qu'on invite à s'asseoir avant d'annoncer la mer. Elle parla la première. Quand le CNAOP m'a contacté il y a 10 ans, j'ai refusé. Mes parents adoptifs venaient de mourir à peu d'intervalle. Ils m'avaient élevée dans une clarté exigeante, dire la vérité sans se faire mal. La mienne alors était de garder la maison debout. Ouvrir la porte à une autre histoire, c'était risquer l'effondrement. Elle caressa le bord de sa tasse. Je ne dis pas que c'était juste. Je dis que c'était le seul courage dont je disposais. Je l'écoutais, la gorge serrée. Je n'ai pas su voir que le silence des miens est un poids sur ton dos, soufflai-je. Elle eut un geste de dénégation. Tu n'y es pour rien. Elle chercha ses mots. Petite, j'étais inachevée. On m'a souvent collé difficile. Mes parents ont préféré à accompagner. Orthophonie, psychomotricité, sessions de jeux structurées. On m'a appris à m'accorder au monde comme on accorde un instrument. Ça n'a rien d'héroïque. C'est simplement la preuve qu'une main posée au bon endroit vaut une délivrance. Nous marchâmes ensuite, lentement, jusqu'au Luxembourg. Elle me montra le banc de la veille comme on montre un lieu de passage qu'on consacre. Parfois, je viens ici décider d'une orientation de la fondation, dit-elle, presque gênée d'en prononcer le mot. Je découvris par bribes son travail, lever des fonds, soutenir des équipes mobiles d'intervention précoce, financer des ateliers pour jeunes mères épuisées. Elle parlait sans se vanter, avec une rigueur qui refusait l'anecdote. Je pensais à 1968, au couloir blême, à ma mère qu'on disait fragile, au formulaire qu'on ne savait pas lire. Je lui demandais si elle avait conservé autre chose que la demi-photo. Elle hocha la tête. Une enveloppe, un papier jauni, 3 mots écrits au crayon. Je n'ai pas eu le choix. Elle se tut. Il manque la suite. Le vide de cette phrase me traversa comme un courant d'air. Chez moi, j'ai une lettre de mon père, dis-je. Elle dit « Pardonne ta mère » et pas un mot de plus. Elle posa sa main sur mon poignet. Peut-être qu'ils ont dit l'essentiel avec ce peu-là. Sur le chemin du retour, Claire fit une halte dans une petite librairie. Elle acheta un cahier à couverture craft et me le tendit. « Tiens, écris. Pas l'histoire. Les faits, les dates, les noms, les coups de téléphone, ce que tu as dépensé, ce que tu as perdu. Ce sera notre mémoire exacte. Elle nous protégera de l'oubli et des fables. » Je souris à travers un voile. Élise dit la même chose. Elle eut un sourire franc. Alors Élise est de bons conseils. Nous nous quittâmes à l'angle d'une rue bordée de platanes. Avant de partir, elle sortit sa demi-photo, la posa un instant sur la mienne pour vérifier une fois encore l'ajustement des bords. « Quel que soit le résultat, dit-elle doucement, ce geste-là restera vrai. » Je la regardais s'éloigner, la silhouette droite, et compris que j'étais déjà moins seule que la veille. Restaient les jours à venir, la bascule possible, et cette certitude ténue qui me tenait lieu de boussole. Parfois, le sang met du temps à se souvenir, mais quand il se rappelle, il fait place nette. Les résultats arrivèrent un lundi matin, sobre comme un verdict prononcé sans robe ni marbre. Un mail du laboratoire, 2 pièces jointes, quelques chiffres alignés comme des marches, probabilité de parenté fraternelle au-delà de 89,87%. Je restai longtemps immobile devant l'écran, la bouche entr'ouverte, puis je fis ce geste enfantin de poser la main à plat sur ma poitrine pour vérifier que ça battait encore. J'envoyai le document à Claire sans un mot. Sa réponse tomba presque aussitôt. « Je suis près du Luxembourg. Pouvez-vous me rejoindre ?» Nous nous assîmes sur notre banc. Elle posa son téléphone entre nous,
l'ouvrit, considéra les chiffres, puis leva les yeux. C'était si simple, si nu, nous étions sœurs. Elle ne pleura pas, moi non plus. Nous avons fait mieux, nous avons respiré ensemble, à la même cadence, comme si un métronome invisible retrouvait enfin sa vitesse juste. Elle finit par sourire, un sourire qui n'avait rien de triomphal, plutôt l'apaisement d'une marcheuse quand la pente cesse d'être mensongère. « Alors bonjour ma sœur, dit-elle. Je répétais, un peu rauque. « Bonjour ma sœur. » Elle m'invita chez elle, un appartement clair du côté de Sèvres-Babylone, des piles de dossiers, des livres, un vase avec 3 tulipes qui penchaient. Elle sortit une boîte plate de carton gris. « Ce sont les papiers que mes parents adoptifs m'ont laissés. Vous pouvez regarder. » Je soulevai avec précaution une enveloppe de notaire, un compte-rendu ancien d'évaluation en orthophonie et psychomotricité, des mots sobres, précis, qui racontaient non pas une déficience, mais un accompagnement patient. Au fond, une enveloppe plus mince, au crayon, à ouvrir si un jour l'enfant le souhaite. Claire hocha la tête. Je l'ai ouverte à 20 ans. Il n'y avait qu'une date et une indication. Remise volontaire, Angers, 1968. Elle s'interrompit. J'ai longtemps pensé que remise était un mot sans visage. En fin d'après-midi, mon téléphone vibra. C'était Maître Lenoir. Sa voix avait la gravité d'une porte qu'on pousse avec respect. « Madame, j'ai reçu, par testament holographe déposé sous pli, une lettre de votre père à vous remettre si votre recherche aboutissait. » Je passai le prendre avant la fermeture. Dans son bureau, il posa l'enveloppe, datée de sa main, à remettre à Mireille si la vérité se confirme. Je remerciai d'un signe, puis je marchai sans hâte jusqu'au premier café venu. J'ouvris. L'écriture de mon père, penchée, appliquée, tenait sur 3 pages. Il racontait 1967, comme on avoue un naufrage. Ma mère, si belle et si brave, tombée dans une nuit sans porte après l'accouchement. Lui, 2 emplois mal payés, des dettes, une belle-mère autoritaire qui répétait « il faut sauver la jeune », comme si on parlait de quelqu'un d'autre que d'un enfant. L'assistante sociale, gentille mais pressée, qui avait prononcé ces mots, remise provisoire, famille d'accueil. On reviendra dessus quand ça ira mieux. Et puis les jours qui passent, la honte, la fatigue, la peur d'avouer et la provisoire qui devient définitif sans qu'on ose crier. Il avait signé. Je croyais faire au moins cela de bien, la mettre à l'abri. J'ai eu tort de me taire ensuite. Pardonne ta mère qui n'a jamais cessé de l'entendre pleurer dans ses rêves. Pardonne-moi d'avoir eu si peu de courage au grand jour. Je refermai les yeux. Le papier sentait la poussière et la cire, et sa voix y vibrait encore. Je rentrai chez Claire avec la lettre, les mains moites. Nous la lûmes ensemble, en silence. Elle resta un moment face à la fenêtre, puis dit d'une voix nette : « Ce n'est pas un roman d'accusation. C'est un constat de faiblesse, et de l'époque. » Elle me regarda, grave. « Je ne veux pas qu'on détruise la mémoire de tes parents. Les miens m'ont sauvée parce qu'ils avaient les moyens, mais je ne veux pas que la chance ressemble à un jugement. » Je sentis en moi une digue céder. Je lui avouai ce que je n'avais pas cessé de craindre. Et si la vérité nous séparait autant qu'elle nous avait réunis? Elle posa sa main sur la lettre. La vérité qui blesse et qui délie n'est pas la même. Celle-ci nous oblige, elle ne nous divise pas. Nous parlâmes longtemps, de justice et de réparation, de cette nuance fragile entre chercher et réclamer. Avant que je parte, Claire sortit de sa boîte la demi-photo. « On peut vivre avec des moitiés, dit-elle, mais on vit mieux quand on décide ce qu'on en fait. » Elle s'interrompit, puis ajouta, presque pour elle-même, « Il manque un morceau à ta lettre. » Je sursautai. « Comment ça ?» Elle haussa les épaules. « Je ne sais pas. Une page, une voix, peut-être simplement celle de ta mère. » Je descendis dans la nuit tiède, avec la sensation d'avoir reçu à la fois un pardon et une tâche. Le lendemain, je pris le train pour Angers, une idée obstinée au front. On peut survivre au secret, mais on ne construit qu'avec des promesses. Nous avons choisi un samedi clair de septembre pour retourner à Angers. Claire portait un tailleur simple. J'avais repassé ma robe bleue pour la première fois depuis l'enterrement de mon père. Nous avons poussé la porte de l'étude de Maître Lenoir, non pas pour solder des comptes, mais pour poser quelque chose de neuf sur sa table de cuir. Un fonds local, dit Claire, affecté à l'accompagnement des mères en difficulté après la naissance et à l'intervention précoce pour les enfants. Elle prononça le nom sans emphase.
Fonds Anne-Mireille. Le notaire leva les yeux, et pour la première fois, je crus voir en lui non le conservateur du passé, mais le témoin d'une réparation. Nous sortîmes ensuite marcher au bord de la Maine. Le vent léger dérangeait à peine la surface de l'eau. Claire voulait voir la maison de mon enfance. Je la conduisis rue Calme, façade claire, volet clos. À l'intérieur, je cherchais une dernière fois ce que je croyais épuisé. Dans un tiroir de la commode, entre deux torchons amidonnés, je trouvais un paquet d'enveloppes à fenêtres, ficelées d'un ruban, les reçus 1972 de l'œuvre des pupilles, et sur l'un d'eux, un nom griffonné au stylo bille, celui de ma grand-mère. Je restais debout longtemps, l'enveloppe à la main, tandis que le sens s'installait comme une pluie fine. Ce n'était pas seulement mon père. Quelqu'un d'autre avait tenu le fil. Aide, pression, sauvetage. Je n'avais pas de réponse, seulement la certitude que, dans cette affaire, personne n'était tout à fait innocent ni tout à fait coupable. Le soir, nous avons relu la lettre de mon père. 3 pages numérotées, 1, 3, 4. Je pensais n'avoir jamais remarqué ce manque parce que la douleur occupait tout l'espace. Page 2. Manquante. Une page pour dire quoi? La main de Claire frôla la mienne. N'essaie pas de l'inventer. Elle avait raison. Les trous font partie du tissage, les boucher, c'est changer la trame. Mais je notais dans le cahier Kraft 2 absentes. Et en dessous, pour moi seul, ne pas chercher un coupable. Chercher ce que l'on peut faire. Le lendemain, nous avons pris rendez-vous au centre social. Claire a présenté la maquette du fonds. Financement d'ateliers de liens, heures d'orthophonie et de psychomotricité, relais d'urgence pour les mères sans réseau. Elle parlait avec une précision qui ne blessait personne. Les femmes autour de la table se sont reconnues sans se raconter. L'une d'elles a dit « On nous demande souvent d'être forte avant d'avoir reçu une main ». Je sentis Claire se redresser, comme si cette phrase enclenchait quelque chose qu'elle savait déjà. À midi, Élise nous rejoignit devant la boutique. Elle serra Claire comme on accueille une parente arrivée tard, mais arrivée quand même. « J'ai une vitrine à broder », dit-elle, malicieuse. 2 initiales, A et Mfer. Ça vous va? Nous avons ri d'un rire clair qui ne réparait rien et réparait tout. Plus tard, j'ai rangé dans un coffret la demi-photo recollée. Nous avions décidé de ne pas la faire restaurer, de garder la cicatrice visible et la lettre de mon père avec son absence au milieu. J'ai ajouté, à côté, le reçu au nom de ma grand-mère. Je ne savais pas si un jour quelqu'un nous jugerait pour nos silences et nos maladresses. Je savais seulement qu'à partir d'ici, nos gestes auraient le goût du jour présent. Le soir, nous nous sommes assis sur un banc face à la rivière. Claire posa sa tête sur mon épaule avec la simplicité des liens qui ne forcent plus. « Tu crois qu'on saura pardonner vraiment ?» demanda-t-elle. J'ai pensé au mot « paix », à la cloche fêlée qui résonnait autrefois en moi, à la maison où nous n'avions pas su garder un bébé. « Le pardon n'est pas une phrase, dis-je. C'est un travail. Nous y allons. » Nous n'avions pas vengé le passé. Nous l'avions détissé pour en refaire un tissu à notre mesure. Le lendemain, sur la porte de la boutique d'Élise, une discrète affiche annonçait l'ouverture prochaine du fonds Anne-Mireille. 2 lettres en arabesque brodées, reliées par un fil presque invisible. J'ai pensé que c'était ainsi que la vérité s'installe. Non pas en éclat, mais en couture fine. Et que parfois, il suffit qu'une moitié retrouve l'autre pour que le monde sans bruit se remette à battre.